Merci pour l'introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour partager certaines des recherches que j'ai pu mener ces 10-15 dernières années dans l'optique de résoudre certains des problèmes auxquels font face les marchés de l'électricité européens. Alors, je remercie les organisateurs pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Je remercie également Jean-Michel, qui est un de mes pères spirituels, notamment pour sa brillante introduction du contexte de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans l'Europe de l'énergie. Jean-Michel a eu une pensée que je trouve intéressante pour commencer mon introduction. Il a dit que finalement, on est en train de mettre en place un marché en Europe avec 10 ans de retard. C'est-à-dire que les règles qu'on essaie d'adapter aujourd'hui aux différents pays européens sont des règles qui sans doute auraient été les bonnes règles il y a 10 ans. Et c'est de ce constat que je souhaite repartir dans ma présentation pour essayer de vous faire part de réflexions que j'ai pu mener, notamment aux côtés de grands industriels du secteur. Alpiq, par exemple, a contribué à mes recherches et je les en remercie, pour essayer de définir, à partir des expériences internationales, c'est-à-dire hors d'Europe, ce que pourraient être des voies de solutions pour améliorer notre marché de l'électricité en Europe, ainsi qu'en Suisse. Donc pour ce qui est de ma présentation, elle va être structurée en 4 parties. Une première partie qui va être assez brève, où je compléterai, je vous donnerai ma version personnelle de la crise que traversent les marchés de l'électricité européens, en complément de, évidemment, ce que Jean-Michel vous a présenté. Et puis dans l'optique d'essayer de trouver des solutions, on ira voir à l'international. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sortir un peu de l'Europe, de voir ce qui se fait, comment sont organisés les marchés de l'électricité à l'international. Et est-ce qu'il y a des pays dans lesquels, notamment dans lesquels il y a beaucoup d'hydraulique, par exemple comme en Suisse, dont on pourrait s'inspirer pour voir ce qui est faisable en termes de réforme des réformes de marché. Ça nous amènera dans un troisième temps à nous poser la question de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences internationales pour résoudre les problèmes européens. Et finalement, on essaiera de conclure avec quelques points plus spécifiques sur la Suisse. Je vais commencer par vous donner ma version de la crise du marché de l'électricité en Europe. Le point de départ, comme vous l'a dit Jean-Michel, c'est qu'on crée ce marché unique de l'électricité, donc échange de l'énergie. Et on le crée essentiellement autour d'un marché spot. Le marché spot, c'est quoi? C'est un marché de court terme, donc le jour d'avant. Aujourd'hui, par exemple, il doit être entre 10 et 11 heures en ce moment, vous pouvez acheter et vendre de l'électricité pour demain. Donc on est vraiment sur un marché spot, un marché court terme. Alors évidemment, ce marché s'est complété. On a la possibilité d'échanger de l'électricité des années à l'avance. Alors, ce n'est pas très liquide plusieurs années à l'avance, mais 2-3 ans à l'avance, vous pouvez acheter et vendre de l'électricité sur le marché. Puis vous pouvez aussi ajuster vos positions pendant la journée. C'est ce qu'on appelle le marché infrajournalier. Pourquoi ça peut être important? Peut-être parce que vous consommez un petit peu plus que prévu, il fait plus froid que prévu, vous avez besoin d'un peu plus d'électricité. Ou alors parce qu'il y a un peu moins de production que prévu, le temps est moins bon que prévu, il y a des nuages qui passent, il y a moins de production solaire, il y a moins de vent, ou vous avez un problème sur une centrale qui fait qu'elle n'est pas disponible. Donc vous avez besoin également d'ajuster en temps réel. Mais la réalité de ce marché, c'est qu'il a essentiellement été fondé sur du court terme. Les signaux que nous avons sont des signaux court terme. Et ce n'est que récemment qu'on s'est posé la problématique de savoir si le marché tel qu'il a été initialement dessiné, comme vous l'a dit Jean-Michel, envoie les bons signaux long terme aux acteurs du marché, c'est-à-dire les producteurs mais aussi les consommateurs. Et est apparue notamment récemment une nouvelle catégorie de produits, la capacité. On voit ça dans beaucoup de pays européens. Alors qu'est-ce que c'est la capacité de produire de l'électricité? C'est quelque chose qui est un peu différent de juste l'énergie, l'électricité. C'est de dire vous avez la capacité à produire. Pourquoi c'est important? Parce que l'électricité, ça ne se stocke pas à large échelle de manière économique. Bien sûr, on a des batteries, mais à large échelle, mis à part l'hydraulique, que vous avez abondamment, c'est assez difficile de le stocker. Et donc, la problématique, quand vous avez, comme l'a dit Jean-Michel, de l'éolien, du solaire, de plus en plus, qui sont intermittents, qui ne produisent pas tout le temps, c'est qu'il y ait des centrales de production, soit hydrauliques, soit thermiques, qui aient la capacité de produire. Même si elles ne produisent pas, elles ont la capacité, au cas où les éoliennes ne tournent pas, au cas où il n'y ait pas de soleil, de produire.
Et donc on a vu apparaître, et ça c'est bien en lien avec le concept de sécurité d'approvisionnement dont vous parlez Jean-Michel, le concept de capacité avec l'idée que ça permettrait de fournir une rémunération pour la sécurité du système et donner des signaux à plus long terme pour garantir l'investissement. Alors évidemment tout ça s'est fait de manière très, on va dire, non coordonnée dans les différents pays européens, mais c'est une des tendances on va dire une des tendances lourdes des réformes qui sont mises en place au niveau des différents pays en Europe, c'est de dire les premiers blocs qu'on a mis en place sont des blocs de marché court terme. Ça marche très bien tant qu'on est dans une situation héritée du monopole, quand on a un surplus de capacité, quand tout a été construit et qu'on ouvre à la concurrence, les signaux de court terme fonctionnent. Par contre, ça ne nous permet pas forcément de préparer l'avenir, ça ne nous permet pas forcément de préparer une transition énergétique. Et ce n'est pas ce qui va nous donner forcément les bons signaux pour la sécurité d'approvisionnement. Donc voilà un petit peu, de manière un peu plus technique, en complément de ce que vous disiez Jean-Michel, d'où vient le problème et la crise que l'on traverse dans les marchés électriques européens. Alors, une autre façon de vous raconter l'histoire que Jean-Michel vous racontait sur les changements ces 10 dernières années, c'est de regarder ce mouvement de pendule. Le contexte des années 90-2000, finalement, quand on a écrit les règles de ces marchés européens, comme vous l'a dit Jean-Michel, le focus, donc la priorité, c'est l'intégration des marchés électriques européens. On n'a pas de politique de l'énergie européenne. Dans les années 2010, on essaie de mettre en place une politique de l'énergie européenne, et comme vous l'a dit Jean-Michel, c'est la sécurité d'approvisionnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont les priorités politiques. Donc vous voyez bien qu'on a un mouvement de balancier qui fait que le marché aujourd'hui n'a plus la même fonction que le marché qu'on a créé il y a 10-15 ans. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, le marché était essentiellement un marché court terme qui était censé encourager la concurrence de court terme, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une problématique qui est de se poser la question de comment on va financer les investissements nécessaires dans les moyens de production. En Suisse, vous avez à terme, si j'ai bien compris, l'ambition de sortir du nucléaire, par exemple. Vous avez aussi des investissements significatifs à faire dans l'hydraulique, si j'ai bien compris. Et donc il va falloir se poser la problématique de financer ces investissements, ce qui nécessite un focus sur le long terme. En termes de technologie, on est en train de changer de monde également en termes de technologie. C'est ce que vous disait Jean-Michel, le renouvelable. On pensait que ce serait la goutte d'eau dans le système électrique. Maintenant, le renouvelable est en train de devenir la base, le fondamental dans le système électrique. Alors, qu'est-ce que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, l'hydraulique ont en commun? Ils ont une chose en commun, c'est que ce sont des technologies qui sont essentiellement des technologies à coût fixe. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'investissement, la part de l'investissement initial dans le coût total est très importante. Et donc la problématique du financement et d'avoir une vision long terme est extrêmement importante pour toutes ces technologies renouvelables. La différence, par exemple, si vous regardez une centrale au gaz, c'est qu'une centrale au gaz qui produit l'électricité, 70% des coûts, ce sont des coûts d'opération. Ce n'est pas le coût d'investissement initial. C'est ensuite, quand vous faites tourner la centrale, il vous faut acheter du gaz qui coûte de l'argent, puis il faut le maintenir. Donc, vous n'êtes pas forcément dans la même situation dans laquelle il faut investir des sommes considérables au début que vous devez rentabiliser sur une longue période. Donc on a ce mouvement vers des technologies décarbonées, mais aussi des technologies à coût fixe qui posent la problématique de l'investissement et des signaux long terme. Il y a les problématiques de réseau, évidemment, qu'il faut mettre à jour. Et puis finalement, il y a le dernier point qui me semble important de mentionner, c'est la problématique du financement. Il y a 10-15 ans, avant la grande crise financière des années 2008-2009, je ne vais pas dire que financer des investissements était facile, mais c'est bien plus difficile aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui effectivement parlent à des banquiers, on sait que les taux d'intérêt sont faibles, mais ce n'est pas la seule problématique. La problématique, c'est qu'ils acceptent de vous prêter compte tenu des risques de votre projet. Et je peux vous dire, pour travailler fréquemment aux côtés d'acteurs du secteur de l'électricité, c'est très difficile pour eux, compte tenu des conditions de marché aujourd'hui, de convaincre un banquier pour qu'il les suive sur un investissement, sur un actif de production dans l'électricité. Donc vous voyez que le contexte a fondamentalement changé, on a ce retour du balancier. Et comme l'a dit Jean-Michel, on a dessiné un marché de l'électricité, des règles en Europe, il y a 10-15 ans, dans un contexte politique, technologique, financier, qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. À nous de nous adapter. Alors, comment s'adapter?
Je vais sauter cette diapo. On s'adapte à l'heure actuelle, comme l'a dit Jean-Michel, de manière nationale. Donc ce plan de l'Europe, avec beaucoup de couleurs différentes, vous montre finalement que différents pays, pour ce qui est de la sécurité d'approvisionnement, ont choisi de choisir des approches nationales. Donc pour rémunérer la capacité, chaque pays a décidé finalement qu'il dessinerait son mécanisme. Donc on a des marchés de capacité, je ne vais pas rentrer dans les choses techniques, mais par exemple la France, l'Angleterre se sont dotés de marchés de capacité, l'Italie en ce moment, j'y travaille. On a des pays comme l'Allemagne, la Belgique, qui sont sur une approche de réserve stratégique. Qu'est-ce que c'est une réserve stratégique? C'est si jamais il y a un hiver très froid, qu'on n'a pas assez de capacité de production, on va sortir du marché quelques unités. Elles ne sont plus dans le marché, quelques centrales. Mais on a l'opérateur du système de transport qui va les rémunérer pour être là au cas où. Donc vous avez des centrales qui sont démarrées quelques heures par an et qu'on paye toute l'année pour être là. Elles ne sont pas dans le marché. Donc ça, c'est la réserve stratégique. Puis vous avez des paiements de capacité. Mais ce qui est marquant sur cette diapo, c'est ce que vous disiez Jean-Michel, c'est qu'on est sur des approches nationales. On n'a pas du tout d'approche européenne de la sécurité d'approvisionnement et on n'a pas d'approche européenne des politiques de décarbonation, comme vous le savez. Donc pour résumer la crise actuelle, on est en train d'essayer de construire un marché européen de l'électricité sans avoir de politique européenne de la sécurité et sans avoir de politique européenne de décarbonation. D'où la difficulté. Alors, comment sortir de ce problème? Ce que j'ai essayé de faire, et je ne prétends pas avoir la solution encore une fois, c'est d'aller chercher un peu d'inspiration, des idées neuves. Et souvent, pour chercher des idées neuves, il faut regarder en dehors de ce qu'on a l'habitude de regarder. Dans mon cas, je suis né en Europe, je suis français, j'ai été éduqué en Angleterre. Je me suis dit, il faut aller voir ailleurs. Et donc, à l'international, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes sur les marchés d'électricité pour comprendre un petit peu ce qui peut être fait de différent de l'Europe. Alors là, je vous montre un plan du monde avec des couleurs différentes. Plus c'est foncé, plus vous êtes proche de ce qu'on avait dans le passé, c'est-à-dire un monopole régulé. Donc le bleu foncé, c'est vraiment des pays qui ont gardé un ou plusieurs monopoles, donc des industries de l'électricité, avec pas de choix pour les consommateurs, il n'y a pas de concurrence. Puis ensuite, vous avez différents degrés de bleu, jusqu'au bleu très clair. L'Europe fait partie du bleu très clair, une partie des États-Unis également, où vous avez la concurrence, aussi bien en amont qu'en aval. Ce que ça vous montre, c'est qu'il y a quand même pas mal de régions dans le monde sur lesquelles on est encore sur du monopole, et puis il y a pas mal de pays qui sont dans du bleu moyen, qui sont entre les deux. Et c'est là que c'est intéressant de regarder, parce qu'ils ne sont ni dans des marchés parfaitement ouverts, ni dans des monopoles régulés. Et évidemment, comme vous le savez, en Suisse, vous êtes un petit peu entre les deux aussi, puisque vous avez fait la moitié du chemin, vous avez encore certains clients qui sont captifs. Et donc ça m'a semblé pertinent de me focaliser sur ces pays qui sont entre deux, pour voir s'il y avait des leçons à en tirer. Alors on va commencer par l'Amérique du Nord. Sur l'Amérique du Nord, alors c'est un petit peu difficile de tout lire, mais vous commencez par le Canada, quelques provinces, Ontario, Alberta, puis ensuite vous avez un certain nombre d'États américains. Vous voyez qu'en rouge, on était sur une période d'industrie régulée du monopole. Donc on commence les années 90, on est vraiment dans la période du monopole. Et puis on passe sur le bleu. Le bleu, c'est quoi? C'est l'ouverture à la concurrence complète. Donc de la même façon que l'Europe a ouvert à la concurrence dans les années 90-2000, les États-Unis l'ont fait pour certains États dans les années 90. Donc on passe sur de l'ouverture à la concurrence. Et puis il y a un certain nombre de ces États qui reviennent, comme vous le voyez, sur du orange, voire du jaune. Le orange et le jaune, c'est ces marchés hybrides dans lesquels vous avez à la fois des éléments de concurrence et puis des éléments de sécurisation des revenus sur le long terme, c'est-à-dire des contrats long terme. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a déjà des pays qui sont passés par là, qui sont allés d'un extrême à l'autre, le mouvement du pendule, et puis qui sont revenus à quelque chose d'hybride entre les deux. L'autre exemple qui me semble intéressant, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, on a eu deux vagues de réformes. Première vague de réformes pour un certain nombre de pays. Dans les années 80, vous voyez qu'on est sur des monopoles régulés. Et puis là, on regarde par exemple Pérou, Colombie, Chili, Brésil. Ils passent dans le rouge. Le rouge, c'est... Alors, il n'y a pas de lien avec les couleurs, mais ils passent sur des marchés totalement ouverts à la concurrence.
Et puis au début des années 2000, entre 2003 et 2006, ils reviennent en arrière et ils passent sur une forme hybride, c'est-à-dire qu'il y a toujours des marchés, mais il y a aussi des mécanismes complémentaires pour sécuriser les investissements. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, ce qui se passe au début des années 2000, c'est qu'ils traversent des grandes crises, notamment avec des coupures de courant massives dans certains pays, puisque l'industrie libéralisée telle qu'elle a été mise en place dans les années 90 n'a pas permis de faire les investissements nécessaires pour suivre la croissance de la demande. Et donc ils arrivent, depuis une dizaine d'années, sur des modèles hybrides qui combinent des éléments de marché avec des éléments de sécurisation des investissements sur le long terme. C'est ce que j'appelle des marchés hybrides. Alors évidemment, ce que j'ai essayé de regarder, c'est parmi ces marchés, quels sont ceux qui ont beaucoup d'hydraulique, pour faire le parallèle avec la Suisse. On en a retenu 4, le Québec, l'Ontario, le Brésil et le Chili. Ce sont des États ou des pays qui ont cette particularité d'avoir à la fois des marchés pour échanger l'électricité dans le court terme, pour prendre les bonnes décisions d'optimisation dans le court terme, pour valoriser la flexibilité liée à l'hydraulique dans le court terme, mais d'avoir également des mécanismes, notamment d'appel d'offres de contrats de long terme ou de primes, qui permettent de donner une visibilité et de sécuriser les investissements sur le long terme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, ce n'est pas le lieu ni le temps de regarder les détails. On a des tas de détails sur comment ça marche, mais je vais vous résumer l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'on a deux approches différentes. Soit vous avez une obligation sur les distributeurs de signer des contrats d'achat de long terme pour une partie de leurs clients ou tous leurs clients, afin de sécuriser dans leur zone de distribution l'approvisionnement de l'électricité. Ou alors, pour certains pays, vous avez une approche fédérale, une approche centralisée, où vous avez un acheteur unique. En général, c'est le gestionnaire du réseau de transport. Donc, ça pourrait être Swissgrid, par exemple, si on pense au parallèle avec la Suisse. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Ça peut être une agence indépendante sur le conseil du gestionnaire de réseau et évidemment en lien avec le régulateur. Donc, voilà un petit peu le point commun de l'ensemble de ces expériences étrangères. Pour me résumer, on a, on va dire, un foisonnement d'idées à l'international qui me semble intéressant de regarder dans le contexte européen. Alors c'est ce que je vais faire dans ma troisième partie, c'est me poser la question de qu'est-ce qu'on en retient pour l'Europe? On en retient essentiellement un concept, une idée qui me semble intéressant. C'est de se demander quelle concurrence on veut. Est-ce qu'on veut une concurrence uniquement de court terme? Ou est-ce qu'on veut aussi une concurrence qui bénéficie aux consommateurs dans le long terme? Et quand on a une industrie qui devient très capitalistique, dans laquelle la décision d'investissement dans des technologies, comme on l'a vu, qui sont très intensives en capital, le coût est initialement très élevé, soit pour l'hydraulique, soit pour le solaire, soit pour l'éolien, là où vous pouvez faire gagner le consommateur, c'est vous assurer que les investissements sont faits dans les bonnes technologies, celles dont on a besoin, pas plus que ça, et avec un coût du capital limité. C'est là où vous pouvez faire gagner le plus au consommateur, puisque les coûts d'exploitation sont assez faibles. Et donc, vous devez concentrer la concurrence sur la décision d'investissement. Et c'est le concept de concurrence en deux temps. C'est la compétition pour le marché d'abord, et ensuite la concurrence dans le marché. Qu'est-ce que c'est la concurrence pour le marché? C'est de dire si je dois financer un investissement dans une nouvelle centrale, que ce soit des éoliennes ou un nouveau barrage, il va y avoir des appels d'offres pour des contrats de long terme, que ce soit des contrats pour différence ou des contrats de capacité, qui permettent d'aller voir le banquier et de le rassurer sur la pérennité de l'investissement. Ça va être suivi par une concurrence dans le marché. Une fois que vous avez installé votre équipement, il produit, et là, vous allez être en concurrence pour vendre votre énergie produite avec les autres producteurs, voire les consommateurs demain, qui, eux, avec leurs maisons et leurs panneaux photovoltaïques, pourront aussi vendre dans le marché. Mais vous avez bien cette concurrence organisée en deux temps, et sur le premier temps, elle est supportée, soutenue par des mécanismes contractuels qui permettent de partager les risques sur le long terme. Alors, comme je vous l'ai dit, pour mettre ça en œuvre, c'est un petit peu compliqué, mais c'est faisable au travers de deux approches, soit une approche régionale au niveau des distributeurs, soit une approche fédérale au niveau, on va dire, national. Et on l'a vu que c'est mis en œuvre en pratique dans un certain nombre de pays à l'international, suivant ces deux approches-là.
Alors je sais que le temps est limité, mais 2 mots sur le fait qu'en Europe, jusqu'à présent, les contrats de long terme ont été relativement mal vus par la Commission européenne, puisqu'elle cherchait à développer essentiellement cette concurrence de court terme. Néanmoins, certaines de ces décisions récentes montrent que la Commission européenne reconnaît l'effet pro-concurrentiel de la concurrence en 2 temps pour le marché. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du fait que EDF veut construire un nouveau réacteur nucléaire au Royaume-Uni, en Angleterre, ce fameux projet Hinkley Point. Dans ce contrat, il y a un contrat de long terme de rachat pour 35 ans de l'électricité à prix garanti. La Commission a donné le feu vert à ce contrat de 35 ans. Donc vous voyez bien qu'on est sur cette approche en 2 temps, où le financement du projet se fait d'abord par un contrat long terme et ensuite par une concurrence dans l'électricité, dans la vente de l'électricité. Alors je vais passer dans ma conclusion sur ce qu'on peut en retenir pour la Suisse. Alors il me semble que ce qui est intéressant dans le cas suisse, c'est que vous vous embarquez dans une transition énergétique, comme d'ailleurs les autres pays européens, qui va nécessiter de lourds investissements. Là, je prends ENTSO-E, qui est l'organe que Jean-Michel a cité, c'est l'Union des transporteurs d'électricité en Europe. Cette Union des transporteurs d'électricité fait des scénarios de développement du système électrique qui sont coordonnés. Swissgrid y participe. Et que nous disent ces scénarios? Ils nous disent que dans le cas où la Suisse continuerait sur les politiques actuelles, donc avec sortie progressive du nucléaire et réinvestissement dans l'hydraulique, pour maintenir la sécurité d'approvisionnement, il y a besoin d'investissements significatifs à la fois dans l'hydraulique et, dans le futur, dans d'autres technologies. Donc on voit bien que la Suisse va avoir besoin d'investissements significatifs. Et ça nous amène à la problématique de savoir comment vont être financés ces investissements. Alors là, j'ai une représentation schématique du système actuel d'électricité en Suisse. Et ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une approche hybride déjà en Suisse. Vous n'êtes pas allé, comme le reste de l'Europe, jusqu'à une ouverture complète à la concurrence. Vous avez 2 types de consommateurs. Vous avez les consommateurs régulés, c'est-à-dire les consommateurs captifs, ceux qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur. Et puis vous avez les consommateurs qui, eux, peuvent choisir sur le marché libre. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir, vous êtes au milieu du gué, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, sachant qu'on vient de voir que l'Europe remet en cause aujourd'hui certains des éléments de son modèle, sachant qu'on vient de voir qu'il y a d'autres modèles qui existent au niveau international avec des pays qui ont gardé des franchises de consommateurs. Et moi, j'ai envie d'être très provocateur et de vous dire, paradoxalement, le fait que vous ne soyez pas allé jusqu'au bout du chemin de ce que voulait l'Europe peut être une chance pour vous donner plus de marge de manœuvre pour réinventer un nouveau modèle, un modèle suisse, marché de l'électricité. Puisqu'un certain nombre d'éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire par exemple la concurrence en 2 temps, est facilité si vous avez des consommateurs captifs. Puisque vous pouvez par exemple signer des contrats de long terme entre les consommateurs captifs et les producteurs d'électricité pour financer les investissements. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je sais que le temps est limité, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je serais très heureux, soit à la suite de cette intervention, soit en bilatéral, de discuter de ces réformes possibles. Nous y avons réfléchi avec certains des gros industriels ici présents. Et il me semble qu'il y a plusieurs voies possibles, à la fois réglementaires, juridiques en Suisse, pour introduire ce type de modèle de marché qui, de mon point de vue, permettrait un pas en avant comparé à la situation actuelle. Alors je sais que j'ai déjà épuisé mon temps, je vais conclure, pour vous laisser avec quelques messages clés. Le premier message, vous l'avez bien compris, les marchés électriques européens sont en crise. On essaie de mettre en place un modèle de marché qui est déjà obsolète, qui n'est plus en lien avec les problématiques de sécurité d'approvisionnement et de décarbonation. Deuxième point, afin de garantir la sécurité d'approvisionnement demain, c'est le cas en Suisse, mais c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays, on a besoin de mesures d'accompagnement sur le long terme qui envoient des signaux long terme. Le marché n'envoie pas assez de signaux long terme. Si vous regardez l'expérience internationale, on a identifié dans un certain nombre de pays à l'international des approches qui pourraient être intéressantes, comme je l'ai dit, avec une concurrence en 2 temps et un rôle pour les contrats long terme, qui pourraient être applicables en Europe et en Suisse, avec effectivement des modifications à faire. La Suisse, paradoxalement,
vu qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout du chemin de l'ouverture à la concurrence, est sans doute dans une meilleure position que le reste des autres pays européens pour avancer vers ces voies innovantes. C'est ça que je trouve intéressant en tant qu'Européen, c'est que ce qui pouvait être perçu comme un problème chez vous pourrait se révéler une chance pour construire ce nouveau modèle. Et finalement, comme première étape, pour avoir déjà pas mal travaillé ces 15 dernières années sur des réformes de marché, il me semble qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Pour bien poser le problème en Suisse, ce que je me permets de suggérer, c'est qu'il faut bien comprendre quels sont les objectifs d'une politique énergétique en termes de sécurité d'approvisionnement, en termes de transition énergétique, et qu'il faut ensuite en tirer les conséquences pour ce que ça veut dire pour le design de marché. Il ne faut pas faire l'inverse, comme l'a dit Jean-Michel. Il ne faut pas créer un marché et ensuite se rendre compte qu'on a des objectifs de politique énergétique qui ne fonctionnent pas dans le marché. Donc il faut renverser la logique. Voilà, je vous laisse avec ces pensées et je vous remercie pour votre attention.